Alors, oui. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, petite présentation inaugurale. Nous vous proposons aujourd'hui une rencontre hommage à Régine Deforges à l'occasion des 10 ans de sa disparition, sachant que cette rencontre de cet après-midi s'inscrit dans la continuité d'une autre rencontre qui a eu lieu en 2009, également dans le cadre de l'Université populaire de Caen, avec Régine Deforges présente et Julien Sandre. Alors, cette rencontre hommage s'inscrit aussi en référence à une actualité, puisque l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, l'IMEC, qui est situé à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, a accueilli en 2021 les archives de Régine Deforges, qui sont actuellement en cours de traitement. Donc il y a un fonds désormais, Régine Deforges, à l'IMEC. Ce qui marque l'importance aussi de Régine Deforges dans l'histoire littéraire contemporaine, ce qui est une forme de reconnaissance de son importance dans l'histoire littéraire contemporaine. Alors ce fonds comprend des manuscrits, le manuscrit de la bicyclette bleue, celui du cahier volé, de la correspondance, des documents aussi judiciaires, des dossiers de presse. Je n'en sais pas davantage puisque pour l'instant les archives ne sont pas accessibles à la consultation et pas encore aussi à l'activité de recherche. Et nul doute qu'un certain nombre de chercheurs et de chercheuses feront tout leur miel de ces archives qui seront bientôt, je pense, disponibles. Alors pour commencer, une petite lecture inaugurale. C'est une fille, une belle petite fille de 3 kg 600. Elle a un petit duvet brun sur la tête. Sa peau est la plus douce du monde. Ses grands yeux sont gris-bleu, son nez est largement épaté, ses oreilles ressemblent à des coquillages et ses mains minuscules s'agrippent aux miennes. J'ai désiré commencer avec cet extrait des mémoires de Régine Deforges, dans la mesure où cette rencontre, aujourd'hui, comporte aussi une dimension affective. Et je trouve que ce passage est très beau et rend compte de l'amour inconditionnel que portait votre maman pour vous, puisqu'il s'agit de Camille Deforges. Camille, merci d'être là pour rendre hommage à votre maman, dont le nom dont la bicyclette bleue, qu'il a fait connaître comme grande romancière populaire, donne son nom à votre librairie qui s'appelle La Bicyclette bleue à Paris. Vous êtes le deuxième enfant de Régine Deforges. Vous êtes également la fille de Jean-Jacques Pauvert, avec lequel j'ai eu également la chance non pas de le rencontrer, mais de correspondre dans le cadre de mes travaux de recherche. Jean-Jacques Pauvert, éditeur d'Ifrondeur dans les années 50, qui a osé publier au grand jour les œuvres complètes du marquis de Sade, entre autres. En pleine censure officielle, il a osé publier au grand jour, officiellement, donc des œuvres qualifiées tantôt d'érotiques, tantôt pornographiques. Il a qualifié d'ailleurs plus tard dans son anthologie de lectures érotiques pour bien marquer le fait que c'est aussi une question de réception et que l'étiquette d'érotique ou de pornographique est aussi variable en fonction du seuil de tolérance de chacun et de chacune. Votre père, Jean-Jacques Pauvert, a disparu la même année que votre maman, en 2014, quelques mois après. Alors, sur cette photo suivante, nous voyons votre sœur, Léa, qui est la fille de Régine Deforges et du dessinateur Viaz, et Frank Spengler, éditeur. Ce que j'affectionne tout particulièrement chez Régine Deforges, et nous en parlerons, c'est cette force du combat, cette combativité conjuguée à une grande sensibilité. C'est ça qu'on retient souvent la femme combative, la femme forte, la femme courageuse, mais on a tendance parfois à occulter sa sensibilité, ses doutes, ses angoisses que l'on trouve dans ses mémoires.
Et ce que j'aime notamment chez elle, c'est cette force du combat conjuguée donc à cette capacité à ressentir très fortement, émotionnellement, charnellement, les plaisirs, les difficultés de ce qu'elle a traversé avec énormément de courage, ce côté jusqu'au boutiste dans ses combats, elle ne lâchait rien, mais aussi dans ses recherches documentaires où elle est allée jusqu'au bout pour documenter notamment son cycle romanesque inauguré par la bicyclette bleue. Régine Deforges était une personnalité pleinement libre qui, selon moi, est allée jusqu'au bout d'elle-même, jusqu'au bout de toutes ses facultés, de tous ses talents. Alors, nous avons aussi le plaisir d'accueillir Julien Sandre, écrivain, récemment l'auteur d'une biographie de référence sur Raymond Radiguet. Le jeune homme des années folles disparu trop tôt, à l'âge de 20 ans. Julien, vous habitez dans le Perche, dans un magnifique village considéré selon les gazettes du net comme un village bobo. J'ai vérifié les sources. Mais pour les amateurs éclairés que nous sommes, comme un repère d'artistes, d'intellectuels, dans une région de langue que vous aimez, à laquelle vous avez consacré un ouvrage, comme le montre cette photo située à gauche. Vous avez été distingué par Frédéric Mitterrand en raison de votre engagement culturel, de votre investissement local, qui fait que vous êtes surnommé l'ambassadeur du Perche par les habitants et les habitantes. Vous êtes également l'auteur d'ouvrages sur Chantal Thomas, vous êtes l'auteur d'un ouvrage Le Pays de Perche et également Le Désir de Retz, qui vous a fait connaître, il me semble, de Frédéric Mitterrand. De François Mitterrand. De François Mitterrand. D'accord. Mais vous étiez également proche de Frédéric Mitterrand. Au centre, nous avons ce texte dont le titre renvoie au titre d'un poème qui a tellement senti le soufre, si je puis dire, que vous avez fait l'objet, vous aussi, d'un certain nombre de poursuites judiciaires que je vous laisserai éventuellement développer si vous le souhaitez. En effet, après avoir adressé le texte à la splendeur abandonnée, à une revue belge intitulée L'Espoir, vous avez, comme Régine Deforges, été poursuivie, même plus que cela, et vous nous en parlerez si vous le souhaitez. De nombreuses personnalités du monde littéraire se sont alors élevées contre cette atteinte à la liberté d'expression, parmi lesquelles Maurice Blanchot, Gilles Deleuze, Marguerite Duras, avec laquelle vous avez eu un entretien qui figure à la fin de la splendeur abandonnée. Également André-Pierre de Mandiac aussi se sont mobilisés. Homme également fondamentalement libre, vous éprouvez une affection profonde, constante pour Régine Deforges. Vous faites partie du jury du prix que ses enfants ont créé en 2015 et dont c'est la 9e édition, il me semble, cette année, si mes comptes sont bons. Et vous êtes également le président de la Maison des écrivains et de la littérature, dont j'ai le plaisir et l'honneur d'être membre. Vous avez co-dirigé également le documentaire Amoureuse et rebelle consacré à Régine Deforges. Alors, dans un premier temps, nous allons commencer par les apprentissages, avec une lecture inaugurale par Clara Benoît, que je remercie d'être ma lectrice aujourd'hui. Cette personne hagarde, sans âge, aux narines pincées et blanches, aux lèvres pâles et serrées, laide, ce ne peut pas être moi. J'ai l'air de sortir d'une mauvaise tragédie. J'y entre, et je ne le sais pas encore, mais mon corps l'a deviné, lui, et il tremble. Je ne sais pas que les jours qui vont suivre seront pour moi déterminants et me laisseront à jamais une blessure que rien ne pourra refermer, que je vais perdre en quelques heures mon enfance, mes amis, mes croyances, que je connaîtrai la lâcheté, la méchanceté des gens qui, cependant, m'ont vu grandir, que pas une seule fois, au cours de ces jours et des mois qui vont suivre, je ne rencontrerai l'intelligence, l'indulgence, la bonté. Que mise à l'écart comme une criminelle, je devrais abandonner moralement, survivre. Que la peine à laquelle ils vont tacitement me condamner sera la plus dure que l'on puisse infliger à une fille de 15 ans. Que je chercherai à me réfugier dans la mort, mais que ne la trouvant pas assez vengeresse, je rechercherai le scandale. Qu'ils vont me condamner à l'exception,
m'exclure de la grande famille, qu'ils s'écarteront de moi comme autrefois du lépreux, qu'ils me couvriront d'injures, me lanceront des pierres, me gifleront au coin des rues, leurs gamins gambadant autour de moi en criant « Tigresse, oh la tigresse !» Et que leurs mères, tirant mes cheveux, me traiteront de putain, que mon père, ma mère, mes oncles et mes tantes, les cousins, les cousines, tous me rejetteront, que pas un seul n'essaiera de comprendre, ni même ne me parlera, que je serai seule. Seule. Je le sens, je ne sais pas encore. Je m'effondre devant le lavabo, appelant Dieu à mon secours, mais lui aussi m'abandonne. Dieu est mort pour moi. Dans ses mémoires, l'enfant du 15 août, Régine de Forges, évoque le traumatisme qu'elle a subi à l'âge de 15 ans. Elle était amoureuse d'une jeune fille de son âge, prénommée Manon, et comme toute jeune fille, comme la majorité des jeunes filles, elle écrivait ce qu'elle vivait, ce qu'elle ressentait, ce qu'elle éprouvait dans des cahiers intimes. Donc elle a raconté son amour pour une jeune fille de son âge dans ses cahiers intimes, et elle a aussi raconté les amours des habitants et des habitantes du village de Montmorillon. Il s'avère que sa sœur, qui peut-être était un petit peu jalouse, a dit à un jeune garçon qui voulait flirter avec Régine de Forges, mais dont elle ne voulait pas puisqu'elle était amoureuse d'une jeune fille de son âge. Et par vengeance, le garçon, qui a donc était destinataire de ses cahiers intimes, a lu publiquement le contenu du journal intime face à d'autres adolescents, d'autres adolescentes. Et des parents ont porté plainte, le curé de la paroisse s'en est mêlé. Et là, vous avez écouté un extrait qui marque à quel point ce viol, parce que Régine de Forges évoque un viol intellectuel, un viol de son intimité, lui a fait éprouver une immense solitude. Alors, il est intéressant de rappeler aussi que selon la hiérarchie des genres littéraires, les écrivaines pendant longtemps ont eu accès à un nombre limité de genres littéraires. Il y avait notamment le journal intime, la correspondance et l'attitude autobiographique, selon Christine Planté, professeure émérite de littérature française. Alors pourquoi ces genres uniquement? Puisque c'était des genres qui ne permettaient pas la publication et qui ne donnaient pas lieu donc à une reconnaissance publique potentielle. Ce qui est intéressant avec Régine de Forges, mais même avant elle avec notamment Anaïs Nin, qui a commencé un journal qu'elle a débuté à l'âge de 11 ans, c'est qu'elle met un genre traditionnellement réservé aux femmes et aux jeunes filles au service de la description de ses premiers émois amoureux, de la description aussi d'amours interdites, d'où le scandale suscité par cette transgression. Et avant de vous laisser la parole, parce que je vais vous laisser la parole, évidemment, je voudrais juste vous diffuser une partie du reportage qui donne à voir justement cet épisode traumatique à l'âge de ses 15 ans. Ça passe pas mieux. Nous entrons dans mon entretien. Alors là, on arrive sur une place, dans un endroit où je me réfugiais quand j'étais gamine, et qu'on avait été très méchants avec moi, où j'ai beaucoup pleuré. J'étais très malheureuse quand j'étais ici. Enfin, je venais là, je regardais ma garde. Là-bas, c'est la résidence où sont mes parents. Toute mon enfance, en tout cas, est là. On arrive devant l'institution Saint-Martial,
J'ai appris à lire à l'âge de 3 ans, où ils m'ont mise à la porte à l'âge de 15 ans. Et je suis toujours persona non grata, ils n'ont pas voulu nous recevoir. Et je vais vous montrer l'entrée par laquelle nous passions. C'était cette petite porte-là. Je ne me sens pas bien, parce que vous savez, quand on est enfant, quand on est confronté à tant d'injustice, à tant de méchanceté, à tant de bêtises de la part des adultes. J'avais donc 15 ans, j'ai tenu mon journal et il m'a été volé par des gamins de mon âge qui l'ont lu dans les cafés, etc. Et les parents de ces adolescents ont été très choqués, ont porté plainte et les gendarmes ont conseillé à mes parents d'essayer de récupérer le fameux cahier qui faisait litige. Parce que dans ce cahier, je racontais non seulement mes amours avec une fille de mon âge, mais également les amourettes des habitants. Ce qui fait que bon, on m'a obligé à brûler les cahiers restants. Et ça, je ne me suis jamais pardonné. À la suite de ça, les deux sœurs n'ont plus accepté de me recevoir à l'école, ma petite sœur et moi. Pas à l'école pendant un an, et aucun établissement de la région laïque ou privé. On nous montrait par là qu'il y avait des choses qu'on ne disait pas. Encore une fois, il fallait rentrer dans le moule ou mourir. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de la force de l'écrit. D'ailleurs, je l'écris dans le cahier dans lequel je dis que c'est par les mots que j'arriverai à vivre, que c'est par les mots que je pourrais me venger, que ça, on les avait fait détruire une fois, mais que maintenant on ne les détruirait plus. Tout d'un coup, Pourriez-vous, Camille et Julien, nous en dire un peu plus sur ce traumatisme d'adolescente? Est-ce que selon vous, ce traumatisme explique la vocation d'écrivain de Régine Deforme, mais aussi son combat pour la liberté d'expression? En quoi il conditionne en fait tout le reste de son itinéraire? Moi, je pense que l'épisode du cahier volé est fondateur pour la carrière d'écrivain de ma mère, mais je reste quand même persuadée que si il n'y avait pas eu ce cahier volé, elle aurait écrit quand même. Je pense qu'elle avait ça dans le sang, dans les tripes. Ça n'a fait que le cahier volé n'a fait qu'exacerber ce désir, mais je suis persuadée qu'elle aurait écrit malgré tout. Oui, parce qu'elle aimait la littérature, je crois qu'elle a commencé à lire très tôt. Oui. Elle était une grande lectrice dès son enfance. Exactement, c'était une lectrice boulimique qui était capable de lire de la poésie, des écrits religieux, des polars des années 50. Enfin, c'était une femme extrêmement éclectique dans ses goûts littéraires. Oui. Et je pense en tout cas que ça a été, je pense comme Camille, qu'elle était vouée à la littérature très tôt. La meilleure preuve, c'est que si on lui a volé un cahier, c'est bien qu'elle tenait un cahier, ce qui n'est pas le cas de tous les enfants, donc elle a commencé à écrire très tôt. Je pense qu'elle aurait de toute façon continué à écrire. Mais cet épisode du cahier volé elle l'a vécu comme une injustice vraiment profonde, et je crois que ça a été fondateur, pour le coup, de son travail d'éditeur. Je précise que Régine souhaitait qu'on dise éditeur, et non pas éditrice, parce qu'elle a été la première femme éditeur de France, et c'était comme une victoire pour elle sur cet univers très masculin, un peu machiste de l'époque. Toutes les maisons d'édition étaient dirigées par des hommes, et elle a été donc la première. Alors elle revendiquait en quelque sorte ce mot masculin d'éditeur à cause du contexte et des circonstances de l'époque. Ce que je voulais dire, c'est que s'il n'y avait pas eu l'épisode du cahier volé, peut-être qu'elle ne se serait pas intéressée d'aussi près aux textes que personne ne souhaitait publier, ou aux textes qui, au cours de l'histoire, se sont trouvés censurés. Et je crois que ça fonde en partie, ou en grande partie, son courage
d'éditeurs ou d'éditrices par la suite. Et elle a, quelquefois même, je raconte souvent cette anecdote, mais publié des textes dont elle appréciait la qualité littéraire, autrement elle ne les aurait pas publiés, mais dont les idées allaient à l'encontre des siennes. Et je l'ai interrogée parfois sur ses raisons de publier des gens qu'à l'évidence elle ne pouvait pas aimer, en tout cas comme personne, même si elle en estimait le style. Et elle me disait non, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui est dit dans ce livre, je n'aime pas beaucoup cet auteur, mais je pense qu'il a le droit, il ou elle, a le droit de s'exprimer, et si moi je ne le publie pas, ou je ne la publie pas, personne ne le fera, donc je le publie. Et je crois qu'on ne peut pas ne pas lier ça à l'épisode du cahier volé. Tous les textes susceptibles d'être censurés, elle considérait comme un devoir de les donner à lire et de les donner à lire au plus grand nombre, en les publiant. Quelle que soit la valeur littéraire, d'ailleurs, parce qu'elle ne voulait justement pas se réfugier derrière l'argument de la valeur littéraire pour publier des ouvrages. Elle a souhaité que les livres dits érotiques soient considérés au même titre que la littérature policière, de ne pas utiliser la valeur littéraire comme un argument pour justifier. Selon vous, elle était attentive néanmoins à la valeur littéraire des textes. Oui, parce qu'elle disait ça, mais si on lit les livres de littérature dite érotique, parce qu'elle n'aimait pas beaucoup non plus les classifications, ni en littérature, ni dans la vie. Et elle disait ça, mais si on regarde d'à peu près la publication, enfin le catalogue de ces différentes maisons d'édition, elle en a eu 3 en réalité au fil du temps, on s'aperçoit que ce sont des textes qui présentent vraiment un intérêt littéraire. Que ce soit Aragon pour le premier, le Conte d'Irène, que ce soit par la suite André-Pierre de Bandiague, dans la dernière maison d'édition, Hervé Guibert par exemple, dont elle a publié le premier livre. Je crois quand même que, peut-être malgré elle, mais elle ne sélectionnait que des livres qui présentaient vraiment un intérêt aussi sur le plan littéraire. Mais le cahier volé, néanmoins, l'a paralysée en tant qu'écrivain, puisqu'elle a mis beaucoup de temps avant de s'autoriser elle-même à écrire. Il a fallu la rencontre avec Dominique Horry, dont le pseudonyme est Pauline Réage, puisque Dominique Horry est en réalité l'autrice d'Histoire d'eau sous le pseudonyme de Pauline Réage, et c'est Dominique Horry qui lui a donné envie, qui a levé en quelque sorte l'autocensure qu'il y avait en elle. Oui, parce que le premier livre publié par Régine Deforges s'appelle Oh m'a dit. Elle a donc interviewé Dominique Horry. Elles se sont vues à de nombreuses reprises. Régine a pris des notes, elle a enregistré des choses, etc. Et au bout d'un moment, au cours de l'élaboration de ce livre, qui est un livre d'entretien, Dominique Horry l'a convaincue qu'elle devrait elle-même écrire et ne pas seulement être là pour lui poser des questions, qu'il fallait qu'elle ose écrire. Et donc elle s'est sentie encouragée à... Enfin, écrire, elle écrivait déjà parce qu'elle a tenu un journal toute sa vie, Régine. Mais là, elle a osé publier un premier livre, et ce premier livre, c'est justement cette histoire du cahier volé. Alors revenons justement à cette ville de Montmorillon, où tout commence. Votre frère, Frank Spengler, a évoqué en ces termes les sentiments ambivalents éprouvés par votre maman à l'égard d'une ville qui lui a fait tant de mal. Je cite, « Ma mère a tant aimé et tant haï cette ville. » Aujourd'hui, cette ville, elle est devenue une cité du livre. Il y a des relieurs, des enlumineurs, des bouquinistes. Il y a quelques semaines, une plaque commémorative a été inaugurée à l'adresse natale de Régine Deforges. Donc, j'aimerais savoir quel est le regard que portait Régine Deforges vis-à-vis de sa ville natale. Est-ce que ce regard a évolué au fil du temps? Et de même, quel regard porte aujourd'hui la ville de Montmorillon sur son œuvre, ses combats, comment tout ceci a évolué de part et d'autre?
Alors la ville de Montmorillon a changé d'attitude vis-à-vis de ma mère il y a peu, parce que la municipalité est passée à gauche. Donc il y a 10 ans, quand ma mère a disparu, avec mon frère et ma sœur, on voulait donner beaucoup de choses, beaucoup de ses effets personnels pour qu'il y ait un petit musée Régine de Forges à Montmorillon. Et la municipalité d'alors nous a fait comprendre qu'il n'en était pas question, parce qu'il faut quand même se rendre compte que l'histoire du cahier volé, c'est 1950. Donc, toutes ces années ont fait que certaines personnes à Montmorillon n'ont toujours pas oublié cette histoire. Ça paraît dingue, mais c'est vrai. Et là, cette année, quand nous sommes allés avec Julien pour le Festival du Livre de Montmorillon, effectivement, le maire de gauche a eu des mots très justes et très touchants sur ma mère. Et effectivement, on a senti qu'elle était à nouveau persona grata pour la ville. Mais ma mère, en fait, moi, quand j'allais en voiture avec elle à Montmorillon, dès qu'on s'approchait de la Vienne, du Poitou, je voyais qu'elle commençait à respirer et à être vraiment, vraiment contente. Et elle avait l'impression de revenir chez elle aussi, malgré tout. Et Franck a raison quand il dit c'était une histoire d'amour et de haine vis-à-vis de cette ville, mais je sais qu'elle l'a quand même beaucoup, beaucoup aimé. Pour prolonger, peut-être juste par une anecdote, ce que vient de dire Camille, au moment du tournage de ce film dont vous avez vu un extrait, alors que nous marchions, Régine et moi, dans Montmorillon, nous avons vu des gens claquer leur volet sur son passage. Et nous étions, sauf erreur, en 2006 ou 2007, je crois, au moment du tournage. Donc ça vous donne une idée de la rancœur et de la trace que cette histoire a laissée dans la ville. Elle était, pour des personnes de sa génération, encore considérée comme un personnage détestable. Une pornographe, et quelqu'un qui avait, même pornographe, ça vaut pour les gens qui lisent, mais là il s'agissait de personnes qui éventuellement ont été dans sa classe, etc., à l'école, à l'institution Saint-Martial, et qui se souvenaient très bien, et donc elle restait la rousse, la sorcière. J'ai entendu des gens l'appeler comme ça, parce qu'on avait cette idée que les rousses étaient aussi des sorcières. Mais j'étais sidéré de voir des gens fermer bruyamment leurs fenêtres ou bien replier leurs volets, comme on le voit dans l'extrait qui est passé, simplement parce que nous déambulions en conversant, Régine et moi. D'ailleurs, elle a écrit dans ses mémoires que si elle avait eu 15 ans au moment de la libération, elle aurait été tondue par les résistants de la dernière heure. Et elle a un regard extrêmement dur et en même temps lucide sur cette période de la libération et ces résistants de la dernière heure qui ont osé faire beaucoup de mal aux femmes en les tondant. Et donc c'est la phrase que vous voyez ici: j'aurais eu 15 ans après la libération, j'aurais été tondue. C'est par les mots que j'arriverai à vivre. Passons à la période suivante et aux censures. Alors pourquoi censure au pluriel? Parce que d'une part, il y a la censure officielle, avec cette loi de 1949 qui interdisait la publication, l'affichage, la vente aux mineurs, et la publication, l'affichage, la vente aux mineurs et la publicité des œuvres interdites. Donc elle a beaucoup souffert, et nous allons le voir ensemble. Et également l'autocensure, c'est-à-dire celle que les écrivains, les éditeurs peuvent s'imposer à eux-mêmes pour pouvoir survivre, pouvoir donner vie à leurs œuvres et à leur activité professionnelle. D'où le fait que j'ai utilisé le pluriel pour parler à présent des censures. Voilà ce qui va vous arriver. Tous les livres que vous allez publier seront interdits à l'affichage. Vous serez alors astreinte au dépôt préalable de vos publications analogues.
Vous n'en tiendrez pas compte malgré les lourdes amendes. Vous serez alors inculpé d'outrage aux bonnes mœurs par la voie du livre et condamné. Alors on mesure aujourd'hui le caractère prédictif de cet avertissement. D'abord libraire, notamment aux Champs-Élysées, elle est encouragée par Jean-Jacques Pauvert à monter sa propre maison d'édition, ce qu'elle entreprend en 1967, la nommant L'Or du Temps en hommage à André Breton. Elle publie alors Le Conte d'Irène, mais elle ne publie pas avec ce titre explicite, puisqu'elle publie le livre d'Aragon sous le titre Irène. Et elle dira d'ailleurs dans sa mémoire que c'est le seul et unique acte d'autocensure qu'elle s'est imposé, et notamment parce que Aragon n'avait pas répondu à ses sollicitations, et donc elle a été condamnée notamment parce qu'elle a publié le livre sans nom d'auteur. Et c'est en raison de cette publication que le livre est saisi par la police pour outrage aux bonnes mœurs, 48 heures après sa mise en vente. Elle est convoquée donc à la mondaine, au palais de justice, et nous avons donc cet extrait des propos tenus par le commissaire qui cherche à la dissuader de poursuivre sur cette immorale pente et qui lui prédit un avenir sinistre. Néanmoins, elle persiste, poursuit son activité professionnelle et elle lui répond qu'elle, ce qu'elle souhaite, c'est continuer son métier. Ce qui m'étonne, c'est que tout ceci intervient quand même en 1968, alors que nous sommes dans une période de démocratisation de l'érotisme littéraire. Par exemple, si on prend Emmanuel, publié chez Eric, aux éditions d'Eric Losfeld, Emmanuel, le roman qui a fait l'objet d'une adaptation cinématographique que vous connaissez tous et toutes. Le livre est publié clandestinement en 1959, il est publié au grand jour en 1967. On pourrait se dire quand même qu'en 1968, à l'heure de la culture érotique de masse, à l'heure de l'avènement de la pornographie au cinéma, on pourrait se dire quand même les mentalités sont prêtes pour accueillir des ouvrages tantôt effectivement considérés comme érotiques, tantôt comme pornographiques, puisque c'est, comme on le disait, c'est une affaire de réception. Alors, on peut se dire que finalement, ce que l'on comprend, c'est que finalement, c'est moins la publication en elle-même qui pose souci que le fait qu'elle est une femme, notamment une jeune femme, ce qui n'arrange rien, une très jolie jeune femme, qui n'hésite pas, d'ailleurs, pour l'anecdote, à porter des shorts courts, devant un Philippe Boulevard un peu trop malicieux pour avoir des pensées tout à fait pures à son sujet. Et c'est l'extrait que j'aimerais vous faire écouter maintenant. Moi, ça 71, ça peut pas être moi, ça suit. On se demande parfois comment peut être faite une éditrice. Alors je pense que Régine Deforge répond à la question et que ce soir nous vous aidons à vous faire une opinion. Ah, elle était bien cette ceinture. Sur le plan plastique d'abord, bien sûr. Oh, mais donc j'avais des puces, moi j'avais un short à ce moment-là. J'ai oublié. On dit pas moteur? On s'attend à ce que la directrice d'une maison d'édition soit une personne austère, mais il est vrai que votre spécialité, ça n'est pas la bibliothèque rose. On ne peut pas dire. Non. Vous faites dans quel genre? Dans le genre érotique. Dans le genre érotique, oui. Non mais c'est sérieux là? J'ai publié quelques livres que certaines personnes trouvent redoutables, mais pas moi. C'est-à-dire, disons le mot, vous avez des ennuis assez réguliers avec la censure, avec la police. Bah oui, oui, il faut bien le dire. Vous risquez la prison. On risque la prison s'ils sont très méchants de me mettre en prison. Au moins, vous aurez de quoi lire. Oui, bon, mon combat a été celui pour la liberté d'expression. Ça, c'est un combat que j'ai mené, que je continue à mener, que je mènerai jusqu'à la fin. Donc, on ne vous rend pas la tâche facile. Il y a des messieurs qui achètent vos bouquins, il y en a d'autres qui les saisissent, ce ne sont pas les mêmes. Ah oh, quelquefois. Non, quelquefois, ce sont les mêmes.
Bah, c'est pour se faire une opinion. Mais il n'y a pas pire amateur d'érotisme ou de littérature érotique que les censeurs, ça c'est bien connu. Mais je ne manquais pas de répartie, j'ai oublié que, je ne sais pas faire. Mais je constate que dans la vie, les gens dans le domaine amoureux sont assez mornes. Alors on peut rêver avec des petits livres, s'il y a toutes les pages, les gens se rencontrent amoureusement, tant mieux. C'est un passage malicieux qui est quand même délicieux. Alors, j'ai une petite anecdote justement à raconter à propos de la très grande beauté de ma mère. Enfin, moi, à chaque fois que je la revois, enfin, je suis toujours plus que sous le charme. Au moment de ses procès contre les bonnes mœurs, elle avait un ami éditeur qui lui avait dit mais Régine, enfin, il suffit que tu défasses un ou deux boutons de ton chemisier et ça passera, tu ne seras pas condamnée. Et bon, je ne donnerai pas le nom de cet éditeur, mais ça laisse à penser qu'il y avait encore beaucoup de chemin à faire. Et ma mère était très jalousée justement à cause de sa grande beauté et à cause de son audace, et d'oser publier des livres érotiques, ça n'est jamais passé malheureusement. Julien, que vous inspire ce passage? Ce passage avec Philippe Bouvard, mais d'abord j'étais vraiment très heureux de retomber sur cette archive, parce que j'avais fait des recherches à l'INA, un peu comme ça au hasard. Et Régine elle-même ne se rappelait pas de cette interview. Et donc c'était amusant de la lui montrer et de la filmer, vous pouvez le voir, pour voir ses réactions à chaud. Et voilà, je trouve que ça résume vraiment bien qui était Régine. Quelqu'un d'audacieux, quelqu'un que la justice n'effrayait pas, quelqu'un d'intègre qui pensait qu'elle faisait des choses agréables aussi pour les autres, qui pouvaient procurer du plaisir, et puis elle donnait la parole, toutes les paroles possibles, érotiques, mais ensuite ça a été vrai sur le plan politique par exemple. Et moi je trouve que ça résume celle qu'elle était, jeune femme, comme on vient de la voir, et celle qu'elle est restée jusqu'à la fin. Toute sa vie, à aucun moment elle n'a varié, à aucun moment elle ne s'est rangée, à aucun moment elle n'a renoncé, en dépit de condamnations parfois sévères. Elle a été privée de ses droits civiques, elle a dû payer des amendes considérables qui ont conduit à la faillite de ses maisons d'édition, mais elle n'a jamais renoncé, elle a toujours continué. Et la privation de ses droits civiques, enfin, je sais que ça la bouleversait beaucoup. Et il faut savoir quand même que c'est la seule femme à avoir eu cette condamnation. Aucun homme éditeur de l'époque n'a été privé de ses droits civiques, dont mon père Jean-Jacques Pauvert, qui a eu des procès et des amendes, mais et ça n'a jamais été jusque-là. Donc elle a eu la double peine parce que c'était une femme. Au début des années 70, qu'elle a été radiée des listes électorales suite à un courrier du maire du 6e arrondissement, il me semble. Ça. Et ensuite, elle a été amnistiée par Georges Pompidou, je crois. Oui, elle a été victime de brimades, d'humiliation, de condamnation, d'amendes à de très nombreuses reprises. Et quand certains de ces auteurs ont été poursuivis, il faut dire aussi qu'elle les a toujours accompagnés au tribunal. Elle a toujours été solidaire, contrairement à d'autres éditeurs que, comme Camille, je ne nommerai pas, qui, quand on a leurs auteurs a quelques problèmes avec un livre, ne les accompagne pas au tribunal et subitement disparaissent ou les lâchent ou même cessent de commercialiser les livres. Ça, c'est le contraire de l'attitude de Régine qui toujours est allée défendre ses auteurs, toujours. Même quand elle n'avait plus de maison d'édition, elle continuait à les accompagner, à les introduire auprès d'autres éditeurs pour qu'ils puissent être publiés. Ce qui est mon cas, d'ailleurs, elle m'a toujours accompagné, même après. Quand j'ai écouté et j'ai regardé cet extrait de votre documentaire, Julien, j'ai trouvé qu'il y avait une analogie aussi avec François Sagan. Puisque lorsque Bonjour Tristesse est publié en 1956, les médias vont se pencher sur la figure de la jeune écrivaine dont la fureur de vivre fait beaucoup parler, mais au détriment finalement de l'examen de son œuvre elle-même. Et j'ai le sentiment que nous avons un petit peu la
la même approche avec Régine Deforges. On va s'intéresser à son physique, à sa personnalité incandescente, à son pouvoir de séduction, au détriment des valeurs qu'elle porte, de son combat pour la liberté d'expression. Elle apparaît comme une sorte de sorcière en puissance. Alors peut-être rappeler qu'elle comparait en 1968 devant la présidente de la 17e chambre correctionnelle, vêtue de lin blanc et de probité candide, pour reprendre un passage de ses mémoires. Et c'est cette même présidente qui, quelques mois plus tard, lors d'une soirée réservée aux femmes pionnières dans différents domaines, c'est cette même présidente qui volera au secours de Régine Deforges, puisque sa présence dérange ses consorts, notamment François Giroud, qui dira « Mais vous ici, que faites-vous dans cette soirée réservée à des pionnières ?» Et la présidente prendra sa défense en dira « Mais attention, Madame Deforges ne publie pas de livres pornographiques, mais elle publie des livres érotiques de grande qualité. » Pardon de vous interrompre, mais ce qui est assez cocasse tout de même, c'est que cette présidente qui intervient, qui vole au secours de Régine et qui prend sa défense, est la même qui, quelques mois plus tôt, l'avait condamnée. Comment expliquez-vous justement ce sursaut d'intelligence au dernier moment? Alors Julien, vous êtes aussi une personnalité libre. Vous avez connu les mêmes affres, semble-t-il, que Régine Deforges face à la police, face au pouvoir judiciaire. Est-ce pour les mêmes raisons que vous avez été poursuivi? Cette loi de 1949, jusqu'à quelle époque elle est appliquée au détriment de toute une profession, aussi bien les éditeurs que aussi les écrivains? Est-ce qu'elle sévit encore dans les années 80? Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de... Oui, enfin, assez brièvement. Alors, d'abord, je voudrais insister sur le fait que j'ai beaucoup moins souffert que Régine. Moi, j'ai eu une fois un problème un peu sérieux qui a fait qu'on est venu, en effet, m'arrêter chez moi, à la demande de Charles Pasqua, qui était alors ministre de l'Intérieur. Mais on ne s'appuyait pas, je crois, sur cette loi, mais Alexandra, vous savez mieux que moi, vous connaissez mieux que moi ces textes. Moi, le motif, en tout cas, sur la commission rogatoire, était atteinte à la moralité publique. C'était la justification de mon arrestation. Donc j'ai été en effet arrêté pour un texte qui m'avait été commandé par une revue. J'ai adressé le texte à cette revue, qui l'a trouvé mauvais et m'a dit on ne le publiera pas. Bon, comme ça arrive à tous les écrivains. Et quelques années plus tard, donc la police surgit parce que les archives avaient été saisies, les archives de cette revue. On a trouvé mon texte dans les archives de la revue. Personne ne s'est assuré de savoir s'il avait été publié ou non. En l'occurrence, il ne l'avait pas été. Et Régine Deforges, que j'ai rencontrée à cette occasion, elle fait partie des écrivains que vous avez nommés qui ont signé pour protester contre cette atteinte à la liberté d'expression. Régine m'a dit ensuite que ça lui rappelait un petit peu l'histoire du cahier volé, parce que le cahier volé n'était pas non plus publié quand la police, la gendarmerie de Montmorillon est venue voir ses parents. De même, mon texte n'était pas publié quand les policiers sont venus m'arrêter. Donc elle y voyait une sorte de parenté. Et elle m'a proposé de publier ce texte. Alors, en me disant, on risque d'avoir des gros ennuis, on va aller tous les deux au tribunal, etc. Mais quand même, on vous arrête pour un texte pas publié, alors au moins qu'on nous emmerde pour quelque chose de sérieux, on va le publier si vous êtes d'accord. Et donc, Régine a été la première éditrice ou éditeur de ce texte. Voilà. La profession a mis beaucoup de temps à se manifester, à manifester sa solidarité envers Régine Deforges. Et on observe aussi un traitement différencié entre... Et là, c'est vrai que ça a du sens de féminiser le terme éditeur par rapport à l'éditeur Jean-Jacques Pauvert, puisque... Alors, je n'ai pas les chiffres en mémoire, mais il me semble que c'est le double du nombre d'ouvrages
qui ont été interdits du côté de Régine Deforge par rapport à Jean-Jacques Pauwels et Eric Losfeld. Il y a eu beaucoup plus d'ouvrages interdits, condamnés pour outrage aux bonnes mœurs que du côté de ses confrères Eric Losfeld et Jean-Jacques Pauwels. Donc il y a véritablement un traitement différencié. Et donc la profession met du temps à se mobiliser et j'aimerais vraiment vous entendre sur qu'est-ce qui explique qu'à un moment donné la profession va manifester officiellement un soutien dans la presse. Et je lis un passage des mémoires, c'est-à-dire il s'agit d'un texte qui a accompagné la pétition de Pierre Emmanuel qui a dû être signée par une centaine d'écrivains à l'époque. Régine Deforge, éditeur, après avoir vu sa maison lors du temps couler par les interdictions, les saisies, les poursuites et les condamnations, se voit réclamer personnellement le règlement de lourdes amendes avec contrainte par corps dans les 5 jours à défaut de paiement. Ceci pour avoir refusé de s'auto-censurer en faisant le dépôt préalable de tous les livres ainsi que lui ordonne l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949. Cette mesure est non seulement humiliante pour l'éditeur, mais ruineuse, puisqu'il doit faire le dépôt de 5 exemplaires tels qu'ils seront vendus en librairie et attendre 3 mois le bon plaisir des censeurs. Régine Deforge, dont le courage a été salué à maintes reprises par la presse internationale, est incapable de faire face. L'emprisonnement d'un éditeur à Paris pour refus de dépôt préalable de ses livres, c'est-à-dire de censure préalable, est donc une question de jours. Et on apprend également que dans ses mémoires, donc, qu'à l'étranger, ce n'est guère plus brillant, puisqu'elle a reçu aussi un avis de destruction par le feu de la traduction d'Irène en Grèce. En Italie, le tribunal de Turin l'a condamnée, ainsi que Jean-Jacques Pauwels, Jérôme Lindon, Eric Losfeld et d'autres éditeurs également pour publications dites obscènes, avec des menaces également d'emprisonnement. Et tout ceci précède justement cette lettre du maire du 6e arrondissement qui la prive de l'exercice de ses droits civiques. Pouvez-vous revenir sur cette période, nous dire ce qui a pu mobiliser tardivement la profession pourquoi tout d'un coup un soutien collectif alors qu'elle s'est sentie pendant des années seule face à la censure? Je crois d'abord que ça se fait de manière très progressive. Elle me disait que ils avaient fini par comprendre qu'elle ne renoncerait jamais. Et elle me disait toujours, comme conseil, quand vous pensez être juste, quand vous pouvez vous regarder dans le miroir le matin, quand vous pensez que ce que vous faites est utile, continuez toujours. Et à force, alors bien sûr, on va d'abord vous insulter, on va peut-être vous condamner, on va peut-être vous poursuivre, ne pas vous aimer, mais si vous durez, on finira par vous respecter et peut-être même par vous admirer. Ça la faisait rire, ce retournement. Elle pensait que le tout, c'était d'être sincère, intègre et de continuer à faire ce que l'on pensait devoir faire. Alors, au bout d'un certain temps, mais un long temps, en effet, force était de constater pour des éditeurs de ses confrères, mais aussi pour beaucoup d'écrivains, que ce que faisait Régine Deforge avait un vrai sens, une vraie utilité, méritait l'estime et peut-être même, pour certains d'entre eux, l'admiration. Ils ont fini par ravaler leur jalousie, par ravaler leur lâcheté aussi, parce que pendant très longtemps, elle a été confrontée à des gens très lâches. Aragon n'a pas reconnu qu'il était l'auteur du Conte d'Irène dans un premier temps. Si Aragon avait simplement dit « mais c'est moi qui ai donné ce texte à cette jeune femme », les poursuites se seraient arrêtées parce qu'Aragon était déjà quelqu'un d'extrêmement important et célèbre et respecté. Ah bon, il n'a jamais reconnu qu'il était l'auteur de... Non, non. Et un autre exemple assez lamentable, en tout cas de mon point de vue, André-Pierre de Mondiargues, quand Régine Deforge a publié un texte qui s'appelle « L'anglais décrit dans le château fermé », qui est un texte absolument magnifique. André-Pierre de Mondiargues lui a confié ce manuscrit, elle l'a trouvé très beau, il l'a publié, il a demandé qu'elle le fasse sans mention de nom d'auteur. Et quand il y a eu des menaces et même des poursuites, là c'est plus grave. André-Pierre de Mondiargues a soutenu qu'il n'en était pas l'auteur. Et l'un des grands chagrins et aussi des colères, j'ai été témoin de Régine,
c'est que au début, j'ai peur de dire une bêtise, au milieu des années 80 peut-être, ce texte d'André-Pierre de Mandiac, dont il avait prétendu ne pas en être l'auteur, que Régine était en somme une sorte de faussaire, a été publié avec son nom sur la couverture dans la collection blanche chez Gallimard. Et pour Régine, c'était à la fois la preuve qu'elle n'avait pas menti, mais c'était 30 ans plus tard, ou même davantage, en tout cas 30 ans, et surtout quelle trahison, quel comportement d'André-Pierre de Mandiac. Et elle a été témoin de ça de son vivant, et je sais que ça a été une chose très douloureuse pour elle. Non, enfin je sais effectivement que ma mère, ce qui l'étonnait beaucoup là, dans les soutiens tardifs qu'elle a reçus, et elle m'en avait parlé des années plus tard, c'est que c'était beaucoup de journalistes, d'auteurs ou d'éditeurs plutôt du côté droit, enfin de droite, qui l'avaient soutenu, et que ses copains de gauche, il y en a eu très très peu, et ça, elle l'a jamais compris. Mais bon, voilà, c'était comme ça. Selon vous, que penserait-elle aujourd'hui des nouvelles formes de censure qui s'exercent? Je pense notamment à l'activité enfin, une nouvelle profession que l'on désigne par voilà, les sensibility readers, qui peuvent traquer voilà, au préalable dans les manuscrits, ce qui peut heurter la sensibilité notamment des minorités. Donc il y a de nouvelles censures qui s'exercent aujourd'hui, voilà, dans le but de ménager les sensibilités des lecteurs et des lectrices. Comment vivrait-elle aujourd'hui cette période, selon vous, même si on ne peut pas non plus s'exprimer Moi, je pense qu'elle aurait été vent debout contre ça, parce qu'elle détestait que les gens, quels qu'ils soient mis dans des cases. Alors, les minorités, pour elle, on était un être humain ou pas, et surtout, on avait le droit de s'exprimer et d'écrire ce que l'on ressentait vraiment, quoi, du fond du cœur. Donc ça, le coup des sensibility, je ne sais plus comment on dit, reader, c'est tout, ça pour elle, elle n'aurait pas compris. Et je pense aussi que ça lui aurait fait... Alors elle n'aurait pas compris, ça l'aurait mise en colère, mais ça l'aurait aussi très profondément attristé. Et on commençait à sentir ce genre de choses dans les quelques dernières années de la vie de Régine, où elle pestait contre le fait que quand un écrivain envoie un manuscrit, même un écrivain connu, et qui donc est accepté tout de suite par l'éditeur, oui, on va publier votre livre, l'éditeur, parfois d'ailleurs, pour les gens connus, les publie sans les avoir lus, mais en tout cas, envoyait d'abord le manuscrit au service juridique de la maison, avec le manuscrit qui revient avec des choses surlignées par le conseil juridique, qui disait est-ce que cette personne peut ou non se reconnaître, est-ce que vous êtes sûr de vouloir maintenir la marque de cette voiture, est-ce que c'est bien utile, est-ce que ça ne va pas porter atteinte à l'image de la marque. Alors, Régine a connu cette période où il y avait une censure économique. On avait peur qu'en disant j'ai fait l'amour dans une 4L, par exemple, la firme Renault considère que ça porte atteinte à l'image de la marque et demande des dommages-intérêts. Alors il fallait enlever 4L et mettre voiture à la place, par exemple. Bon, Régine a connu ça et ça la faisait bondir et ça lui faisait de la peine parce qu'elle avait vraiment l'impression d'une régression, d'un retour en arrière. Et donc je pense qu'aujourd'hui elle serait assez malheureuse de voir ce qui se passe en effet. Alors je vous propose d'enchaîner sur Régine Deforges comme romancière et écrivain. Je voudrais vous faire écouter un extrait de l'émission de Bernard Pivot. Voilà, il s'agissait d'apostrophe. La star, Régine Deforges. Ça vous chagrine ou ça vous fait plaisir que je l'appelle star?
Ça ne me chagrine pas, mais ça me surprend toujours. J'ai presque envie de me retourner en me demandant de qui il s'agit, mais j'ai toujours voulu être célèbre, comme on dit. Alors je ne vais pas m'en plaindre maintenant. Non, parce que je trouve que vous êtes vraiment une star aujourd'hui, parce que la star, c'est quelqu'un qui a une grande notoriété, une grande popularité, et vous l'avez depuis la bicyclette bleue, qui a été un succès phénoménal. Vous êtes belle, et pour une star, il faut quand même un physique, et vous êtes riche maintenant, et en plus de ça, il y a quand même, les plus grandes stars ont toujours quand même une sorte un peu d'ombre quand même autour d'elles. Il y a une auréole un peu de soufre quand même qui vous suit, et on va le voir d'ailleurs avec ce roman. Il y a Karine Cheryl, la chanteuse, a dit de vous dans le François de lundi, elle a dit que vous étiez la marquise de Sade reconvertie en comtesse de Ségur. Je trouvais ça assez joli. Oui, ça vient de me faire plus de plaisir que d'être comparée à la comtesse de Ségur, que je considère comme un grand écrivain du 19e, et qui a été, c'était mes premières lectures. J'adaptais même certains romans de la comtesse de Ségur, je faisais des pièces de théâtre. Et le marquis de Sade ne vous déplaît pas non plus? Ah, pas du tout, mais c'est d'autant moins que c'est un auteur qui va se retrouver réédité ces derniers temps. Et puis alors vous êtes une star parce que tous les médias s'arrachent Régine de Forge, Régine par-ci, Régine par-là. Aujourd'hui vous êtes sur la 2, hier vous êtes sur la 5, demain vous serez sur la 8, je sais pas, ben, vraiment vous êtes vraiment très demandé, c'est bien, ça vous fait plaisir. Ça me fait plaisir, mais encore une fois, je trouve ça un petit peu étonnant et je me dis quelquefois, mais il n'y a donc pas d'autres personnes, pourquoi est-ce qu'on me demande tellement à moi en ce moment? Ah bah. Oui, non, mais je sais aussi que les choses sont d'une certaine façon pendant un temps et que demain, après-demain, elles peuvent être autrement. Donc si vous voulez, je prends plaisir à ce qui se passe maintenant en me disant, demain est un autre jour. Alors, vous avez de faire paraître aux éditions Albin Michel un court roman par lettres intitulé Pour l'amour de Marie Stala, et qui est né de la lecture de cartes postales. Tout à fait, de découverte de cartes postales chez un brocanteur de Giron. Et sur la cinquantaine de cartes postales achetées, il y en avait 3. Dont la lecture nous avait vraiment beaucoup troublés, Viaz et moi. Et ces cartes, c'était les lettres d'amour d'une femme et une autre femme. Alors le lendemain, on s'est précipité chez le brocanteur, refouillé dans les boîtes, et j'ai retrouvé 4 autres cartes postales. Et je me suis dit que ça serait une belle histoire. Et puis voilà. Et puis pendant 3 ans, j'ai pensé, tout en écrivant autre chose, je pensais à ce livre que j'écrivais un jour. Et puis là, n'ayant pas tellement le temps de me lancer dans un grand roman qui demanderait un an de travail, j'avais envie d'écrire, j'ai écrit ça. Donc ça a été avant une autre trilogie peut-être, c'était une sorte de récréation, mais... Oui, mais j'étais tombée moi aussi amoureuse de ces femmes, oui. Pas telles que je les imaginais. Et ça se voit d'ailleurs. Alors il y a les 2 femmes, l'une s'appelle Marguerite, Margot très vite, puisqu'elle va rentrer dans l'intimité de l'autre. Alors elle, c'est la conquérante, c'est l'amoureuse, c'est celle qui ne craint pas le qu'en dira-t-on, qui est vraiment très amoureuse de Marie. Oui, c'est elle qui va en fait conquérir l'autre, qui va faire que cette jeune femme, puisqu'elles sont mariées toutes les deux, va oser déclarer son amour à Marie, qui ne va pas y être insensible. Et ça va être une véritable histoire d'amour. Et Marie, alors au contraire, elle est plus timide, elle craint ce qu'on pourrait dire dans le village de leurs amours. Vous savez, les villages de 300 habitants, c'est toujours un petit peu effrayant, que ce soit en 1904 ou maintenant. Donc elle a peur, et elle a eu l'impression aussi que ce n'est pas bien. L'éducation chrétienne. Elle est l'auteur du cycle romanesque La bicyclette bleue, alors qu'elle est l'auteur d'une cinquantaine de livres écrits et publiés. Et effectivement, c'est le premier volume de son cycle romanesque La bicyclette bleue qui paraît en 1981, qui va la faire connaître comme romancière populaire. C'est le bouche à oreille qui lança le livre, il resta en tête des meilleures ventes pendant des mois. Les réimpressions se succédèrent, il fut traduit dans de nombreuses langues. Pour ce faire, elle a interrogé de nombreux témoins, fait des recherches, notamment sur la Gestapo, rencontré également, vous nous en parlerez, des anciens nazis. Elle a eu de celle de vérifier, de revérifier ses sources pour vraiment que ces livres reposent sur une assise historique solide. Le cycle romanesque, comme je vous le disais, de la bicyclette bleue est resté dans les esprits. Alors, il y a aussi cette affaire de dénonciation de plagiat, c'est-à-dire que même en tant qu'écrivain, elle a dû encore subir des poursuites, vivre des procès. Et c'est en 1888 que les ennuis commencent quand
le cinéma Gaumont veut adapter l'œuvre à l'écran, qui sera effectivement adaptée au cinéma plusieurs années après, avec Laetitia Casta dans le rôle titre de Léa. Les héritiers de Margaret Mitchell, l'autrice d'Autant n'emporte le vent, lui intentent un procès en France, mais aussi aux États-Unis. L'avocat de la défense de Régine Deforge donc, argumente pour montrer les écarts entre les personnages, notamment entre les personnages masculins. L'argument, c'est de dire que François Tavernier est présenté comme un authentique résistant, donc François Tavernier, le personnage masculin de La bicyclette bleue, tandis que Rhett Butler, interprété par Clark Gable, est présenté lui comme un collaborateur. Alors, la présidente du tribunal s'offuse, parce qu'en réalité on comprend qu'elle est fan d'Autant n'emporte le vent, nous raconte Régine Deforge dans ses mémoires. L'écrivain, donc Régine Deforge et son éditeur, sont condamnés en 1989 par le tribunal de grande instance de Paris à verser une indemnité de 2 millions de francs et interdit l'exploitation de l'œuvre. L'appel porte ses fruits, infirme le jugement, mais les héritiers se pourvoient en cassation, l'arrêt est cassé, l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Versailles. Elle explique qu'elle se sent comme allant à l'échafaud, persuadée de perdre le procès, elle sent l'animosité de l'avocat de la partie adverse, mais finalement Régine Deforge a la bonne surprise de gagner son procès après des mois de bataille. Cependant, les éditions Ramsay, comme sa maison d'édition, doivent déposer le bilan, le personnel est licencié, dans les règles de l'art, mais néanmoins le personnel est licencié, et le seul bien que l'écrivain préserve est alors son nom, qui n'entre pas dans les acquis des éditions Régine Deforge. Puis ensuite, il y a une nouvelle procédure avec les éditions de Noël, des dettes qui s'accumulent, ce qui n'empêche pas d'ailleurs de continuer à écrire et à bâtir sa cathédrale romanesque. Est-ce que vous pouvez nous parler de La bicyclette bleue? Déjà, qu'est-ce qui explique selon vous, alors pour le côté positif, le versant positif, le succès de La bicyclette bleue? En quoi est-elle une romancière populaire selon vous? Et aussi peut-être revenir sur cette affaire si vous le souhaitez. Moi, je reviendrai sur ces procès. Enfin, ça a quand même bouffé la vie de ma mère pendant 10 ans. Hein. C'était très très long. Et il faut savoir, et ça elle a toujours dit, que la première mouture de La bicyclette bleue, enfin, c'est un ouvrage de commande. C'est Jean-Pierre Ramsay qui avait demandé à différents auteurs du début des années 80 de réécrire à leur sauce des classiques de la littérature. Il se trouve que ma mère adorait Autant n'emporte le vent, aussi bien le livre que le film, et elle se dit pourquoi pas. Elle a commencé à écrire, mais ça ne lui plaisait pas du tout de faire une sorte de copier-coller, et au bout d'une trentaine de pages, elle s'est emparée du récit, et elle l'a mis à sa sauce pour écrire une histoire d'amour contrarié pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais ça a été, elle a vécu ces procès, vraiment c'était horrible. Et puis nous, tout le monde autour d'elle, on avait tous très peur, on était sur la corde raide. Il faut savoir aussi que les héritiers américains se sont réveillés après plusieurs tomes de la bicyclette bleue, et qu'ils n'ont pas hésité à demander à une romancière dont j'oublie le nom, une romancière américaine, d'écrire la suite d'Autant n'emporte le vent sous le nom de Rhett Butler, le personnage. Donc ça a été vraiment toute une famille d'arrivistes et tout, qui ne pensaient évidemment qu'à l'argent. Et le jour où ma mère a enfin gagné, je peux vous dire qu'on a fait la fête et qu'on a vraiment sabré le champagne. Julien, que pensez-vous de cette période? Alors, je crois que ce qui fonde sur l'affaire, Camille a tout dit, je n'ai rien à ajouter. J'ai été témoin aussi de ces dernières années, en fait, de la procédure, et de voir à quel point elle était stressée, affectée, angoissée, etc. Maintenant, pourquoi La bicyclette bleue? Alors, bien sûr, il y a cette commande, comme Camille l'a dit, de cet éditeur et ami de Régine, qui lui a proposé de s'inspirer d'un classique, comme il a fait avec d'autres auteurs. Et je crois que si elle a choisi cette période, je peux juste ajouter ça, c'est que
Alexandra, vous avez dit tout à l'heure que Régine avait été très marquée à la fin de la guerre par des scènes de village. Elle avait observé le comportement de certains collaborateurs, de résistants de la dernière heure, etc. Donc c'est une période qui l'a aussi profondément marquée dans son histoire et dans sa mémoire d'enfant. Et elle a eu envie de comprendre aussi et d'y voir plus clair dans ses paradoxes, ses ambiguïtés, le comportement de ces gens qu'elle a vus virer, revirer pendant la guerre. Et moi, ce qui m'a toujours frappé et touché chez Régine, c'est que jusqu'à la fin de sa vie, elle a gardé cette même soif de connaissance qui la faisait s'entourer d'une documentation même beaucoup trop importante parfois. Elle voulait toujours apprendre, elle voulait comprendre, et elle était vraiment mue par une curiosité de tout. Elle était curieuse de tous et de tout. Et je crois qu'elle a vu là aussi, donc, quand elle s'est lancée dans la bicyclette bleue, le moyen de repartir encore sur des choses de sa propre enfance, mais qu'elle avait laissé un peu de côté. Et elle s'est énormément documentée sur la guerre et en particulier la libération, qui avait laissé en elle des souvenirs douloureux, là encore. Et sa curiosité était telle qu'elle a en effet, dans le cadre de ses recherches documentaires pour la bicyclette bleue, invité chez elle, et Camille s'en souvient, un ancien Waffen-SS qui n'avait renoncé à rien, qui n'avait aucun regret, aucun remords, qui était toujours aussi effroyable. Et Régine avait aussi ce courage-là d'aller entendre même des choses inaudibles, simplement pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la tête, qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête d'un Waffen-SS. Et d'un Waffen-SS qui n'a toujours pas compris, enfin, qui ne regrette rien. Donc elle prenait beaucoup sur elle. Elle ne l'a pas contrariée pendant l'entretien qui s'est fait chez elle, dans son salon. Et elle voulait savoir. Et elle voulait essayer de comprendre. La psychologie, ses contemporains, ça la passionnait beaucoup. Donc. Mais beaucoup de gens s'en seraient tenus à une documentation livresque. Elle a recherché des témoins, mais des témoins des deux camps, et qu'elle a interviewé avec le même sérieux, la même constance. Et évidemment, c'est ça aussi qui rend ce livre tellement, cette série de livres, mais le premier en tout cas déjà, tellement convaincant. C'est qu'il y a vraiment quelque chose d'humain. On n'est pas seulement dans la documentation. Et elle a continué, parce que la bicyclette bleue, ce sont 10 volumes qui partent de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, on a la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, et puis on va terminer avec Cuba et la mort de Che Guevara en 67. Et il faut savoir que ma mère prenait 1 an à 2 ans de documentation avant d'écrire. Et elle était très fière, notamment pour la guerre d'Indochine, parce qu'elle s'était évidemment renseignée sur toutes les batailles, sur Dien Bien Phu, que des anciens d'Indochine, d'anciens militaires, lui disent « Mais bravo madame, on avait vraiment l'impression que vous y étiez ». Et elle était, le moindre détail était important pour elle. Elle recevait beaucoup de lettres de fans, de lecteurs. Il y avait un monsieur qui lui avait dit « Madame de Forges, vous êtes trompée parce que je crois que c'est dans 101 avenue Henri Martin, vous dites que le Vichy fraise au café de Paris à l'Opéra était, je sais pas, de 2 francs 30 en 1942. Eh bien non, il était de 3 francs 0,5. Et ma mère m'avait dit, mais elle avait oublié ce petit détail-là, donc elle voulait vraiment que ses lecteurs se retrouvent en 1942 et puis vivent la vie des Français de l'époque. Et je pense que si beaucoup de personnes se sont retrouvées dans ces livres, c'est parce que l'époque était très bien racontée et que les personnages étaient soit touchants, soit horribles.
parce que notamment, enfin, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a décrit des scènes de torture très réalistes. Elle aimait beaucoup, en fait, parce qu'on se souvient, enfin, certains lecteurs ou certaines lectrices se souviennent de l'histoire d'amour entre François et Léa. Certes, elle est très importante, mais ce que ma mère adorait écrire, c'était les périodes de guerre, les périodes de combat et les périodes de violence extrême. On est presque dans un processus immersif, en fait, puisqu'elle allait même jusqu'à écouter des chants allemands, des chants nazis chez elle, pour attiser sa haine et rendre d'autant plus crédible la description. Justement, quels sont parmi les livres qu'elle a écrits ceux que vous préférez en tant que lecteur, en tant que lectrice? Est-ce qu'il y en a un que vous aimez tout particulièrement et pourquoi? C'est pas facile de choisir, mais je dirais les deux livres qui parlent de son enfance et de son adolescence, c'est-à-dire Blanche et Lucie et le Cahier volé, parce que voilà, c'est ma famille maternelle et que tous ces gens-là, je les ai très bien connus. J'ai aussi beaucoup aimé La Révolte des nonnes, qui était le livre préféré de ma mère, donc qui se passe au VIe siècle, et c'est une histoire dans le haut Moyen-Âge, et elle s'était énormément documentée sur cette période, et elle a fait découvrir là aussi à beaucoup de lecteurs un Moyen-Âge qu'on avait complètement oublié. On parle assez peu de l'orage, que je trouve qu'il s'agit d'un récit érotique très puissant, qui mêle Eros et Thanatos avec une jeune veuve qui est tellement durement touchée par la mort de son époux, qui se rend sur sa tombe. C'est un roman extrêmement puissant, et je regrette que d'ailleurs dans l'anthologie des livres érotiques, des écrits érotiques féminins qui vient tout juste de paraître, il n'y a aucunement votre maman qui figure parmi les écrivains. Enfin, la féminisation a tout son sens parmi les écrivaines érotiques. Alors j'aimerais, à moins que vous ayez quelque chose... Non, j'aurais voulu aussi citer son roman « Toutes les femmes s'appellent Marie », où elle s'était attelée à un des derniers tabous, c'est-à-dire la sexualité des personnes handicapées, et ça, c'est aussi un ouvrage qui tenait beaucoup à cœur pour ma mère. Alors, je vous propose de continuer sur la partie consacrée à ses alliés, à ses amis, hommes et femmes. Donc là, on la voit avec Madeleine Chapsal, Sonia Rykiel, et à gauche, il y a Dominique Horry, l'autrice d'Histoire d'eau sous le pseudonyme de Pauline Réage. Donc elle avait des amis, elle a contribué à mettre en visibilité un certain nombre d'œuvres féminines, notamment via son catalogue des femmes avant 1960. Est-ce que Régine Deforges était, selon vous, féministe? Et si elle était féministe, de quel féminisme s'agit-il? Pour ma mère, quand je lui avais posé la question quand j'étais ado, je lui avais dit « mais est-ce que tu te considères comme féministe ?» Elle m'avait regardée comme si j'étais la dernière des idiotes. Elle m'avait dit « évidemment que je suis féministe puisque je suis une femme ». Et pour elle, c'était un féminisme, je dirais, naturel, et aussi parce que de sa personnalité, elle a toujours dû se battre. Donc elle se retrouvait dans les combats féministes pour ça, mais malheureusement, les féministes de la première heure des années 70, le MLF et autres, l'acceptaient avec réticence, puisqu'elle était, c'était une pornographe, elle publiait des ouvrages à l'encontre des hommes pour ces femmes-là. Et il se trouve que ma mère a été une des signataires du manifeste des 343, parce qu'elle avait avorté, et que son nom a été retiré à la dernière minute, justement parce que c'était une pornographe et qu'elle ne méritait pas, selon ces dames, de figurer sur sa liste. Et c'est encore quelque chose qui, à ma sœur, mon frère et moi, nous reste en travers de la gorge. A dénoncé notamment la misogynie de la pornographie, a dénoncé la violence du traitement infligé aux femmes dans la pornographie. Julien, par rapport à son féminisme,
que souhaitait vous dire à ce propos? Camille a dit beaucoup de choses. Son féminisme à elle, si on peut dire ça comme ça, c'est qu'elle souhaitait que les femmes soient libres et qu'elles soient à l'égal des hommes pour ce qui est de leurs droits, pour ce qui est de leurs devoirs, qu'elles aient droit à une liberté égale à celle des hommes. Et elle revendiquait aussi, elle se considérait comme une femme libre, qui en tout cas faisait tout pour l'être. Elle était très soucieuse, elle défendait farouchement son espace de liberté. Et elle s'est quelquefois, en effet, heurtée aux féministes historiques, disons, de l'époque, parce qu'elle n'entrait là encore pas dans leur schéma. Régine n'a jamais été dans le schéma de personne, dans aucun groupe, dans aucun ghetto, dans aucune... Elle était libre partout. Et par exemple, certaines féministes disaient, mais bon, vous avez des histoires avec des hommes, des histoires avec des femmes. On aurait préféré à cette époque-là déjà qu'elle aime moins les hommes. Et elle ne souhaitait pas que les hommes aient moins de droits ou qu'on dénigre les hommes, elle souhaitait que les femmes aient autant de droits que les hommes. C'est-à-dire que ce qu'elle voulait, c'est aller vers le haut. Jamais, évidemment, reprocher aux hommes d'avoir trop de pouvoir. Elle voulait simplement que les femmes en aient autant. Donc c'est ce féminisme-là. Et vers la fin de sa vie, elle s'est un peu attristée de voir que ce qu'on appelle aujourd'hui le néo-féminisme soit là encore le prétexte à l'inscription de chacun dans des cases en fonction de sa sexualité, en fonction de son âge, en fonction... Comme l'étiquette de cisgenre, par exemple. Voilà, en fonction de son genre. Ça commençait, et ça c'est quelque chose que Régine ne comprenait pas. Elle disait, mais enfin, on ne s'est pas battu pour ça. On ne s'est pas battu pour que des gens soient exclus de telle catégorie ou de telle autre, pour que des gens soient jugés. C'est le contraire. On se battait pour davantage de droits et davantage de liberté, et qu'aujourd'hui de jeunes femmes se transforment elles-mêmes en censeurs, je ne sais pas si ce mot est féminin, c'est quelque chose qui l'inquiétait beaucoup et qui l'attristait beaucoup. Alors, du côté des hommes, justement, là nous voyons le père de Léa, Viaz, Pascal Piat à gauche, qu'elle a rencontré plutôt à la fin de sa vie, et François Mitterrand aussi, avec lequel elle a une complicité amicale et intellectuelle. Je voudrais en revenir à vous, Julien. Comment vous êtes rencontré avec Régine Deforges, dans quelles circonstances? Mais c'est autour de ce texte pour lequel je me suis fait arrêter. Donc un certain nombre d'écrivains ont souhaité publier dans Libération une tribune, comme je l'ai dit tout à l'heure, contre cette atteinte à la liberté d'expression, et beaucoup de ces écrivains étaient de parfaits inconnus pour moi, à l'exception de Marguerite Duras que je connaissais et qui est intervenue d'ailleurs même auprès de François Mitterrand pour que les poursuites à mon encontre s'arrêtent. Donc un manifeste a circulé auprès d'éditeurs, d'écrivains, de personnalités, et il a été publié ensuite avec les signatures dans Libération, sous le titre tentant de « Faut-il brûler cendres ?» Voilà. Et moi j'étais très impressionné parce que ces écrivains pour lesquels j'avais beaucoup d'admiration, mais que je n'avais jamais rencontrés, vous avez cité Maurice Blanchot, d'autres. Pour moi c'était incroyable que Maurice Blanchot c'était quelque chose pour me défendre. Et Régine faisait partie de ces gens. Donc j'ai remercié chacun naturellement par un petit mot. Et j'avais des cartes de visite avec mon téléphone et mon adresse en bas. Et Régine m'a appelé et elle m'a dit mais on pourrait se rencontrer, etc. Moi je l'ai beaucoup remercié et elle m'a dit aussi bon ben voyons-nous.
Et là, elle m'a dit, êtes-vous d'accord pour publier ce texte? Mais donc, je l'ai rencontré autour de cette affaire. C'est-à-dire, alors je l'avais vu quelquefois ici ou là, dans le quartier à Saint-Germain-des-Prés où j'habitais moi-même, mais on se saluait d'un signe de tête, mais c'est tout. Et donc je l'ai vraiment rencontré en 1988. C'est l'année de notre rencontre. Voilà. Faut-il brûler Sens en référence à Faut-il brûler Jean-Jacques Pauvert? Il me semble qu'il y a un sous-texte là, non? C'était en lien avec il y a ça, et puis il y avait le fait que je m'appelle Cendre, et que les cendres, c'est ce qui reste après qu'on ait tout brûlé. Oui, mais il y a un clin d'œil aussi à Jean-Jacques Pauvert, je crois. Etc. Oui, aussi. Et donc, voilà. Et donc, la rencontre avec Régine s'est faite comme ça. Donc, elle a été mon éditeur. Et puis, la relation a évolué, ça c'est la vie, c'est devenu une amitié vraiment très importante pour moi, considérable. Aussi une infinie tendresse, une complicité, on était d'accord sur beaucoup de choses. Quelquefois on se chamaillait, hein, c'était pas forcément une merdule toujours, parfois on n'était pas tout à fait d'accord. Je trouvais qu'elle exagérait un peu sur le plan politique, alors on avait des joutes comme ça, mais on adorait ça, et tout ça sans jamais se fâcher bien sûr. Et quand la maison d'édition de Régine a fait faillite, je ne me rappelle plus, je crois que c'est 92 ou 13 ou quelque chose comme ça, elle m'a dit, bon, mais continuez à écrire, et puis quand vous avez des choses, vous me les faites lire, etc. Donc chaque fois, je lui ai envoyé mes tapuscrits, et pour chacun de mes livres, c'est elle qui a choisi l'éditeur. Donc j'ai eu un livre publié chez Stock, puis un chez Fayard, puis Flammarion, puis La Martinière. Elle me disait, appelez telle personne de ma part, etc. Ou elle le faisait elle-même. Et elle a toujours cessé d'être mon éditeur en réalité, sans que son nom apparaisse. La première lectrice et l'éditrice en somme, elle apportait ou elle me faisait porter à des gens qu'elle avait prévenus mes textes, et c'est comme ça que j'ai toujours été publié. En fait. Donc ça aussi, c'est une fidélité. Puis elle me grondait. Elle me dit, mais vous n'écrivez pas assez, arrêtez de faire ci, ça, etc. Vous devez écrire. Enfin, vraiment, elle jouait un rôle d'éditeur, d'ami. Il y avait quelque chose aussi de fraternel, en dépit de la différence d'âge, etc. Enfin, c'est quelqu'un qui a énormément compté, à tout point de vue, pour moi, et qui compte toujours beaucoup. C'est pourquoi, j'arrête après, c'est pourquoi je suis un peu intarissable sur le sujet, mais c'est pourquoi quand des gens de France 5 m'ont appelé dans le cadre d'une série de documentaires à la télévision qui s'appelait Empreinte, où il s'agissait de faire des documentaires sur des personnes qui ont marqué de leur empreinte le XXe siècle. Bon, ils appelaient les gens pour faire des listes, pour voir quels étaient les noms qui ressortaient. Donc moi, quand on m'a appelé, la première chose que j'ai dite, c'est Régine Deforge. Elle a fait énormément au XXe siècle. Alors j'ai raconté première femme éditeur, etc. Et son nom a été retenu. Ils m'ont rappelé pour me demander si je serais d'accord pour collaborer à ce tournage. J'ai écrit, et j'ai immédiatement accepté. Et je suis allé voir Régine et je lui ai dit je crois que j'ai enfin trouvé comment vous dire merci. Parce qu'elle avait tellement fait pour moi. Et je ne savais plus. Vous savez, quand les gens font tellement de choses pour vous, on ne sait même plus comment. Aujourd'hui, vous continuez à la remercier maintenant. Je la remercie toujours. On a fait ce film et voilà. Justement, vous m'offrez une magnifique transition, Julien, vers les traces, l'enseignement, la réception. Alors, je commence par François Hollande, lors de la disparition de Régine Deforge. Donc, l'idée, c'est de vous demander si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec différentes phrases qui rendent compte d'une certaine réception. Ce qui vous semble important de retenir, et on ne va pas s'en tenir à François Hollande, il y aura d'autres extraits qui vont suivre. Mais voici ce que dit le président à l'époque. Éditrice courageuse, elle a défendu la liberté de création contre toutes les censures et tous les conformismes.
Romancière populaire, auteure d'une 50aine de livres, elle a captivé des millions de lecteurs avec le cycle de la bicyclette bleue, dont elle a fait une vaste fresque aux personnages emportés par les soubresauts de la grande histoire. Toute sa vie, Régine Deforge est restée une rebelle, engagée dans un féminisme rayonnant et un combat jubilatoire contre les tabous. Je vous avoue que j'aurais une réserve par rapport au terme jubilatoire au vu de tous les soucis, les obstacles qu'elle rencontra. Est-ce que c'était jubilatoire pour elle? Je ne pense pas toujours. Voilà. Que pensez-vous déjà de cette première, ce qui est un hommage au moment de sa disparition? Là, moi, effectivement, enfin, toutes les phrases sont justes, et je suis aussi d'accord avec vous pour le mot jubilatoire. Oui, dans ça, elle n'a pas rigolé souvent avec tous ses ennuis, tous ces procès, mais sinon, oui, moi, je valide. Mais c'était une combattante, vraiment. Elle menait un combat. Et un combat, on le mène rarement en sifflotant. Elle a eu des victoires, et il reste beaucoup de choses de ce qu'elle a pu accomplir. Mais en effet, jubilatoire ne convient pas. Bernard Pivot, en 2013. Régine Deforge est une battante. Ce mot lui va bien. Toute de volonté, d'énergie, d'opiniâtreté, elle a marqué son époque par les livres qu'elle a publiés et écrits. Belle, volontiers séductrice, gaie, elle a éprouvé bien les difficultés pour imposer son nom dans les librairies, mais le succès et la chance sont venus à son secours. On l'imagine résolument optimiste, toujours sûre d'elle, jamais inquiète de ses audaces. Il dira également, Bernard Pivot, en 2014, très bonne romancière populaire, avec une belle santé, une écriture qui va vite et qui racontait l'histoire de Léa, son double. Alors là, moi, du coup, je suis plus d'accord avec la première partie, sauf toujours sûre d'elle, jamais inquiète. Non, jamais. En fait, ma mère ne montrait pas ça, elle montrait effectivement toujours la figure d'une forte femme, et moi, enfin, nous savions comme elle écrivait avec ses tripes, qu'elle pouvait se rendre malade à force d'écrire. Elle était et sûre d'elle. Je pense pas non plus. Tout ça, c'était une apparence, c'était une façade. Et moi, jusqu'à sa disparition, ou tout du moins les dernières années de sa vie, enfin, j'étais persuadée que ma mère, c'était Wonder Woman, et que jamais elle ne baissait les bras. Bon, après, en 2014, là, il s'est pas trop mouillé. Et puis, est-ce que Léa était son double? Oui et non. Léa, c'est un personnage très, très combatif, mais ma mère était aussi beaucoup plus que ça. Non, je suis absolument d'accord. Voilà, pour un florilège aussi de petites phrases recueillies à différentes sources. Féminisme rayonnant, combat jubilatoire contre les tabous, on vient d'en parler. La rousse la plus célèbre de la littérature française, selon France 3, Actualité nationale. Romancière célèbre avec un ton très libre, voire libertin, ce qui est extrêmement discutable également. Elle avait décidé de se venger dans le même documentaire. Elle continue de provoquer par une centaine d'ouvrages érotiques. C'est une provocatrice, elle ne se décourage pas, bien au contraire, toujours le même documentaire. Vie privée à rebondissement. Oui, voilà, oui et non. Très connoté, non? Oui, non, c'est très, c'est très connoté. Oui, parce que je ne dirais pas non plus à rebondissement, évidemment, peut-être comme ça, de l'extérieur, mais Régine était la sincérité même, et donc, voilà, elle a fait plusieurs rencontres, elle a eu des enfants, des gens différents, elle n'avait pas elle n'avait aucun préjugé, aucun a priori, et elle était curieuse, comme je l'ai dit, elle allait vers les autres, elle était aussi extrêmement réceptive, et quand quelque chose se passait entre deux personnes, elle ne le refoulait pas pour des raisons, je ne sais pas, morales, sociétales, etc. Elle vivait la vie qui se présentait à elle.
Le désir était son moteur, finalement. Est-ce que c'est pas le désir qui était son moteur profond? C'était un moteur. Et son combat. Elle avait un appétit de vivre, dans ce sens-là, oui. Et elle était boulimique pour ce qui est de la lecture, comme l'a dit Camille, pour ce qui est de la documentation, pour ce qui est de l'écriture, pour ce qui est des rencontres. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'appétit, d'appétence pour la vie. Mais le désir n'était qu'un moteur parmi d'autres, je crois vraiment. Moi, je dirais, si on voulait résumer ma mère très très rapidement, c'était une femme libre, c'était une battante, et ne pas oublier aussi que c'était une femme manuelle qui adorait faire la cuisine, qui avait son brevet de relieuse, qui savait faire de l'encadrement. C'était une brodeuse, c'est elle qui a relancé le point de croix avec sa copine Geneviève Dorman. Et elle était, elle avait besoin c'était une manuelle et elle aimait bien toucher les choses, les gens, les arbres et tout. Enfin, c'était quelqu'un de multiple. Alors, pour être touchée à notre tour, je propose à Clara de lire la fin des mémoires de Régine de Forges, l'enfant du 15 août. Ouf, je vois le bout de ces mémoires qui m'ont bien tant de mal. Si j'avais su que l'écriture de ce livre me ferait autant souffrir, jamais je ne me serais lancée dans cette aventure. En écrivant péniblement chaque jour, j'ai tout revu, tout. Mes déceptions, mes chagrins et surtout mes peurs. Je crois, est-ce une impression, avoir toujours vécu dans la peur. Et pourtant, que de fois je me suis lancée tête baissée contre des murs de haine, d'ignorance et de mépris. Plus j'ai avancé dans l'histoire de ma vie, plus l'inanité de ce livre m'est apparue. À quoi bon raconter tout ça? Cependant, comment ne pas reconnaître la suite incroyable de chances qui ont jalonné la vie de la petite provinciale que j'étais? Je dois retrouver l'énergie des commencements, le désir de comprendre les fonctionnements du corps et de l'âme, du bien et du mal, le pourquoi de l'amour et de son absence. Je veux sentir la vie circuler en moi, sa puissance créative, ces élans qui nous poussent vers des contrées inconnues, des êtres nouveaux, des défis intimes, le regard tourné vers l'avenir, un avenir rayonnant, un avenir plein de livres à venir, à lire ou à écrire. En ce moment, je suis plongée dans une sorte de brouillard, dans lequel je ne sais pas où diriger mes pas. Je me répète, c'est toi la plus forte, tu sortiras vainqueur de cette lutte contre ces maux divers qui t'attaquent de toutes parts. N'y pense pas, regarde droit devant toi, mais le brouillard, ne sois pas impatiente, il va se dissiper. Regarde au loin cette lueur, tu la vois? Oui. Elle annonce le retour des beaux jours. Tu crois? Oui. Regarde le brouillard s'enfuir, le ciel envahi de lumière. Entends ses rires, vois ses mains qui se tendent vers toi, ses sourires et ses visages souriants. Amis, poètes, amants, ils sont tous tournés vers toi. Réponds à leur sourire, à leur attente. Comment, malgré mon désarroi, ne pas dire merci à la vie qui m'a tant gâtée, m'a permis d'échapper à cette petite ville de province qui me semblait une prison pour m'ouvrir les portes de Paris dont je rêvais, où je suis devenue libraire, éditeur, puis écrivain, où des hommes et des femmes m'ont tendu la main, où j'ai rencontré l'homme que j'aime, où mes enfants sont nés. Paris qui s'est offerte à moi et moi à lui dans une harmonie totale, irréelle et magique. Je compte sur cette ville pour me sortir de ce marasme qui me paralyse depuis des mois et sur le printemps qui tarde à venir. Les amours anciennes reviennent en mémoire avec leurs caresses, leurs baisers, ce désir qui nous inonde. Il semble que c'était hier. Que soient bénis nos amants, ceux d'une nuit, ceux d'un mois, ceux de toujours, ceux qui ont su nous transporter hors de nous-mêmes, nous faire atteindre ce plaisir sans égal qui donne envie de dire merci. Oui, merci de ce cadeau inouï, la vie.
Forge, écrivain populaire, je pense que cela est lié au fait qu'il y a toute une part donc, du cycle inauguré par la bicyclette bleue qui est foncièrement patriotique. Ce qui est dit de la guerre d'Indochine, ce qui est dit de la guerre d'Algérie, des officiers félons qui se sont dressés contre De Gaulle. Mais tout cela participe d'une certaine idée de la France, d'ailleurs qui est portée par une partie des électeurs, des électeurs aujourd'hui, ce qui n'est pas un mince drame. Donc cette dimension patriotique, elle peut être reçue par certains comme très largement nationaliste. Et c'est ce qui m'a embarrassé, moi, à la lecture de cette série. C'est cette dimension patriotique. Des héros positifs, mais qui sont embarqués dans des histoires, mais simplement d'un point de vue français, d'un point de vue national français. Pour moi, qui suis né au Maroc, qui suis un maghrébin, eh bien, j'ai trouvé que justement, ce qui a été dit de l'Algérie, ne laissait guère de place, en fait, du point de vue de ceux qui étaient les natifs là-bas, qui auraient mérité d'être davantage écoutés. Mais j'explique ça très volontiers, effectivement. C'est une Française ancrée dans la France, dans une province, et qu'elle a su construire quelque chose de très fort. Et du coup, je rebondis, effectivement, c'est un écrivain authentiquement populaire, parce qu'il est foncièrement patriotique, comme Jules Verne est foncièrement un écrivain populaire, parce que c'est un grand patriote. Voilà, est-ce que vous me rejoignez dans ma perception en tant que lecteur? Voilà ma question. Alors j'ai un petit peu de mal. Alors oui, ma mère était patriote, ça c'est sûr. Elle adorait le drapeau français, elle adorait chanter la Marseillaise et tout, mais elle était absolument pas nationaliste. Et les idées, si vous voulez, du Rassemblement national lui donnaient envie de vomir, ça que ce soit bien clair. Elle n'était pas colonialiste non plus, et quand elle parle de l'Indochine et de l'Algérie, c'est pas pour dire la présence française était formidable, ils ont fait tant de bien. Elle s'intéressait aux indépendances, et aux indépendances des pays où elle allait pour se documenter sur ses livres. Alors oui, populaire, pour elle c'était un compliment et c'était vrai, mais qui dit populaire ne veut pas dire nationaliste, et encore moins du Rassemblement national et tout, parce que je peux vous dire que si elle était là, elle aurait été manifestée contre le Rassemblement national, et ma mère était de gauche depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Voilà, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec votre analyse, mais que je respecte évidemment. Non, Régine était une femme française, elle n'a jamais perdu ça de vue, elle n'a jamais renié sa culture, y compris à un moment où c'était un peu à la mode, après 68, etc., on mettait moins en avant ces questions de patrie. Elle a été très impressionnée, par exemple, par le discours du général de Gaulle au moment de la libération. Mais son point de vue, y compris sur l'Indochine, sur l'Algérie, ce dont vous parliez, c'est en effet le point de vue d'une petite fille française qui a été nourrie par cette culture-là, mais elle avait toujours la curiosité, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, et qui lui donnait, me semble-t-il, enfin moi je le perçois comme ça, une distance par rapport à ça. Elle savait d'où elle parlait, mais elle s'intéressait aux autres point de vue, elle essayait d'y aller voir. Elle était, d'ailleurs son intérêt, là c'est l'un des derniers volumes de la saga, mais son intérêt pour Cuba, et il y a eu d'autres livres d'ailleurs, elle était aussi toujours du côté des révolutionnaires, toujours du côté de ceux qui voulaient faire bouger les choses, qui voulaient les faire aller vers davantage de liberté. Voilà, donc c'est un... Mais Régine Deforge est une femme complexe, multiple, comme l'a dit Camille, et ça vaut aussi pour son regard sur l'histoire, son regard sur le monde, de même qu'elle n'était pas loin s'en faut.
une grenouille de bénitier. C'est parce que je décline un peu des paradoxes chez Régine. Chaque fois que nous passions devant une église, que ce soit à pied ou en voiture, il fallait que je m'arrête ou que je l'accompagne parce qu'elle rentrait dans l'église pour mettre un cierge, alors qu'elle bouffait du curé toute la journée. Donc voilà, Régine Desforges est un personnage comme ça, protéiforme, toujours surprenant, et c'est aussi évidemment une forme de richesse. Les gens disent mais comment peut-on publier le Conte d'Irène et relancer le Point de Croix, vous voyez, enfin, voilà, c'est quelqu'un comme ça. C'est comme je sais pas, une sorte de kaléidoscope. C'est quelqu'un avec de très nombreuses facettes, mais pour autant, toutes ces facettes qui, de l'extérieur, peuvent sembler parfois, je ne sais pas, contradictoires ou paradoxales, ça faisait bien une seule et même personne, et une personne construite, solide et entière. Pour reprendre une phrase de Geneviève Fraisse, philosophe féministe hier, elle disait qu'il faut habiter, enfin, même si ce n'était pas présenté comme une injonction, la contradiction. Savoir habiter la contradiction, savoir habiter l'ambivalence. Et elle le reconnaissait elle-même. Parfois, quand on s'accrochait, comme je disais tout à l'heure, tout ça très amicalement et respectueusement, mais j'ai enfin, Régine, vous ne pouvez pas me dire ça, vous m'avez dit il y a 2 jours que, etc., etc. Eh bien si, il va falloir vous y faire, je pense, les deux. Voilà. Oui, Jean. Oui. Mon intervention était un compliment, parce que c'est une romancière populaire en France et légitimement patriote, de la même façon que vous avez des écrivains algériens qui ont évoqué l'histoire de l'Algérie du point de vue du FLN, ce sont d'authentiques patriotes. C'est un compliment. Je ne l'ai pas du tout associé à un quelconque parti d'extrême droite. Je trouve que, justement, toute une partie de l'intelligentsia française n'est pas assez attentive à la production populaire, nationale, pour ce qui est de la France. Et de ce point de vue-là, Régine Desforges a joué un rôle important parce qu'elle s'est appropriée l'histoire d'un pays, la France, sur des décennies. Parce que justement, ce qui est dit de l'Algérie, il faut quand même se représenter pour que des individus qui étaient des Français de France étaient contraints à un service militaire dans un pays dont on disait qu'il ne s'inscrivait pas dans un processus d'indépendance nationale. Les gens, on leur mentait ici. Eh bien, le fait qu'elle ait évoqué ce moment de l'histoire nationale, c'est bien pour des lecteurs de tous âges qui s'approprient un pan de l'histoire nationale. De la même l'Indochine, où il n'y avait pas d'appelé de contingent, ce n'était que des professionnels. Mais parmi ceux qui étaient en Indochine, vous aviez des coloniaux, qui étaient des individus qui étaient algériens, qui sont devenus d'ailleurs des combattants du FLN. Et c'est pour ça que il ne faut pas se perdre. Quand je dis que c'est un écrivain populaire, donc patriote, c'est un compliment. Il y a d'autres questions, des commentaires? Moi, en fait, je me posais la question sur les histoires de censure, en fait, parce que censuré par Charles Pasqua, par exemple. Alors, je pense qu'il y a des stratégies pour les écrivains pour arriver à s'exprimer en contournant la censure. On utilise des mots à double sens. La Fontaine, il transforme des gens en animaux. Enfin, voilà. Mais par rapport à la censure maintenant qui est à l'œuvre, qui vient des réseaux sociaux, là, alors quelle serait justement, pareil, vous étiez attristé par ça, mais je comprends parce que quelle stratégie on pourrait mettre en place pour s'exprimer quand même en contournant cette forme de censure, du coup. Vous posez cette question. Écoutez, je ne sais pas, je ne suis pas très doué pour les contournements comme ça. Donc moi je continue de dire ce que je pense et d'écrire ce que j'ai envie d'écrire. Alors la difficulté, c'est que quand on écrit ce qu'on a envie d'écrire, on a du mal à trouver des éditeurs pour le publier. Aujourd'hui, vraiment. Simplement, il y a ce principe de précaution qui est une expression que je déteste par-dessus tout, c'est-à-dire que
On ne sait pas si peut-être ça peut heurter tel ou tel. Alexandra aussi en a parlé. Alors donc il faut continuer. Moi je continue à écrire les mêmes choses. Je ne me pèse pas un mot. Enfin je le pèse pour des raisons que je crois en tout cas littéraires, mais pas pour des questions morales ou sociétales. Ces textes se trouvent publiés de manière plus confidentielle dans des revues, souvent des revues littéraires, et aussi chez de petits éditeurs. J'ai quand même, j'essaie de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Il y a je crois, un vivier de jeunes éditeurs qui ont à nouveau, là, je sens, de l'audace, du courage, qui disent bon, on publie, on verra bien, etc., etc., et qui se réclament justement de leurs prédécesseurs. La censure a toujours existé, donc certains résistent. Mais c'est vrai que les grosses maisons, Gallimard, Grasset, etc., ne publient plus rien qui pourrait heurter, qui pourrait déranger. Et même des titres qui sont dans le patrimoine littéraire sont progressivement et subrepticement écartés. Je sais pas, je pense à Paul Morand, à des gens comme ça, où il y a eu aussi ces reculades à propos de Céline. Enfin, on n'ose plus publier quelque chose qui est de nature à déranger quiconque. Mais est-ce que ce n'est pas le rôle de l'art et le rôle de la littérature que de déranger, que de transgresser, que de faire avancer les choses? Moi, c'est évidemment ce que je pense. Moi, je ne crois pas du tout trahir Régine. Je pense qu'elle aurait dit la même chose. La littérature est là pour déranger, et là, nous sommes très étrangement, enfin, la littérature et les autres formes d'expression artistique, et là, on est dans un moment où il faudrait que l'art, l'expression soit conforme à la société, et c'est, à mon sens, on marche sur la tête. C'est évidemment le contraire. Mais donc il y a des écrivains qui se plient à ces exigences, qui acceptent de revoir un texte, de prendre en compte les avis du service juridique de la maison d'édition et qui gomment tout ce qu'il faut gommer. Il y a ceux qui s'y refusent. Moi, je suis plutôt de ce côté-là, mais en effet, ça veut dire un peu un enterrement de première classe. On n'a plus la visibilité. De mon point de vue, on est dans une période sombre, dans une période de régression. Juste, j'aimerais vous dire, parce que ça répond à votre question en partie, en tout cas, Antoine Blondin avait envoyé ce mot à Régine Deforges. Je pense que la censure est une injure personnelle, car le fait même de peindre, de sculpter ou d'écrire implique une telle retenue que venir nous dire par la suite ou nous imposer un quelconque diktat revient à se substituer à nous, qui sommes assez attentifs pour savoir ce qui peut choquer le bon sens, le bon goût et nos mères. L'autocensure, passez-moi l'expression, est le premier devoir d'un artiste. Faites en sorte que ce ne soit pas le dernier, ou alors venez fouiller dans nos corbeilles à papier. Je rejoins votre intervention. Effectivement, il y a des petits éditeurs qui sauvent en fait des écrivains. Il n'y a pas parce que Morand, c'est parce qu'il a eu un positionnement idéologique qui fait que le général de Gaulle était hostile à son entrée à l'Académie française. Et la mauvaise humeur du général de Gaulle était quelque peu légitime par rapport au positionnement de Morand pendant la Seconde Guerre mondiale, et en particulier vis-à-vis des Juifs. Mais il y a aussi des auteurs qui ont été importants et qui ne sont pas concernés par des polémiques politiques ou autres, mais qui disparaissent. Par exemple, Boilev, qui est un écrivain sans doute modeste mais de qualité. C'est une petite maison d'édition qui s'appelle la Guépine, qui est installée à Loches, qui publie Boilev, et qui était autrefois en 10-18. Oui, mais ça, vous savez, il y a toujours des va-et-vient comme ça aussi. Il y a des va-et-vient, il y a des moments purgatoires, des écrivains extrêmement célèbres qui disparaissent, certains reviennent, d'autres pas. Ça, je crois que ça a toujours été le cas. Là, ce qui se passe, me semble-t-il, est d'une autre nature. On aimerait que les artistes rentrent dans le rang et obéissent à cette injonction qui nous est faite à tous de choisir notre camp, d'être d'un côté ou de l'autre, de ne
jamais être transgressif, jamais transversal, jamais. Et c'est ça que je trouve moi extrêmement préoccupant, et ça vaut pour le cinéma, quand vous passez devant les commissions d'avance sur recette, vous n'avez pas d'argent, si la moindre chose dépasse, etc. Et donc voilà. Et ça vaut pour le milieu scolaire, puisque de plus en plus, les enseignants et les enseignantes se sentent obligés de ne pas travailler sur certains textes littéraires, d'éviter d'enseigner certaines chansons, certains éléments de la culture classique pour ménager aussi les sensibilités. Il y a aussi cette nouvelle forme de censure que les enseignants s'imposent à eux-mêmes pour ménager leurs élèves. Et les familles aussi, il y a aussi cette nouvelle forme de censure. C'est un peu le règne de la peur, enfin, généralisé en tout cas, me semble-t-il. Et Régine Deforge, pour revenir à elle, elle aussi, elle a eu peur à certains moments. Elle avait vraiment peur, mais elle considérait que la peur n'était pas un motif suffisant pour arrêter de mener le combat qu'on avait à mener. Et il y a des combats qu'elle a menés, la peur au ventre. Elle m'a raconté comment elle a été malade au tribunal, physiquement malade. Mais elle soutenait, mais elle se battait, et elle avait honte, elle se sentait coupable d'avoir peur. Elle était sincère et honnête, donc elle disait « j'ai peur, j'éprouve de la peur », c'est vrai, elle ne roulait pas des mécaniques. Mais ce n'est pas une raison. Il faut continuer. Et pour moi, c'est une leçon, pas seulement littéraire, c'est une leçon de vie. Et de ce point de vue, je lui dois beaucoup, je lui sais gré de ça. Ça serait le message d'émancipation à retenir, selon vous? Avancer malgré les peurs? Oui. 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 On l'a dit en et les obstacles. C'est ça. Quel message vous souhaitez il y a les jeunes générations qui sont représentées. Quel message retenir? Effectivement, avancer malgré les peurs, rester debout, rester droit et aller jusqu'au bout de ses rêves, de ses ambitions, ne jamais baisser les bras. Et Régine, c'est une anecdote, mais dans des moments de doute, parce que c'était pas une machine, un robot, etc. Donc elle avait peur, elle avait des doutes aussi. Et quand elle était tellement agressée pour telle ou telle autre raison, évidemment qu'elle vacillait, évidemment qu'elle s'interrogeait, etc. Et elle m'avait raconté à plusieurs reprises, elle disait, quand ça allait trop mal, devant mon miroir le matin, que j'avais été tellement insulté, menacé, condamné, etc., je me disais toujours, ma fille, en se regardant dans le miroir, bon, mais est-ce que entre toi et toi, ça va? Entre le reflet dans le miroir, etc. Et si la réponse était oui, alors on continue. Merci. Merci beaucoup. Merci Alexandre. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.